Des hauts et des bas. Le club des éditorialistes, mesuré par Thomas Binet. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Bonsoir à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver en ce début de semaine parce que c'est un mardi. Hier, nous avons chômé pour vous permettre d'être en pleine forme pour nous retrouver ce soir. Alors, des hauts et des bas, un spécial, forcément. C'est le spécial présidentiel et on inaugure cette nouvelle formule avec Clara Egger. Bonsoir Clara. Bonsoir Thomas. Clara Egger, vous êtes enseignante en sciences politiques à l'université aux Pays-Bas et vous êtes chercheuse, vous êtes porte-parole du parti Espoir RIC 2022 et candidate à l'élection présidentielle 2022. Pour vous interroger, je serai accompagné de Didier Maistot, journaliste et président de PDA TV. Bonsoir Didier. Bonsoir à tous. Alors moi je vais commencer par des questions, on a 1 heure pour essayer de vous connaître, connaître votre programme, connaître Espoir RIC 2022, savoir d'où vous venez et là où vous voulez arriver, c'est à l'Élysée, si nous avons bien saisi l'approche. Alors moi, je vais commencer par une question de politique, peut-être politicienne, mais quand même des questions qui se posent. Comment on fait pour obtenir les parrainages ? Eh ben, c'est quelque chose de délicat. Alors, vous nous avez présenté comme un parti. Nous, on n'est pas un parti, on est vraiment un mouvement citoyen. On n'a pas le statut de parti politique, on n'est pas une association. Et c'est vrai que c'est un des grands freins à notre démocratie, c'est le côté, le pas des parrainages est compliqué. Et je dirais de plus en plus compliqué. Nous, on est en discussion avec de nombreux maires qui ne cachent pas le fait que, par exemple, pour des maires de communes moyennes, je dirais autour du millier d'habitants, la crainte, c'est le mauvais parrainage. C'est-à-dire le fait d'avoir parrainé un candidat qui n'est pas en odeur de sainteté dans la communauté de communes, ou la grande commune de la communauté de communes n'est pas de ce parti-là. Et donc d'avoir des impacts sur les financements. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir dire. On a vraiment un problème de pression élevée sur les élus qui font que, je vous donne un chiffre, 28% des élus qui pourraient parrainer le font, seulement. Donc ça, c'est ce qui explique pourquoi en 2017, on part de 80 candidats, on n'en a plus que 11. Et au premier tour, absolument, effectivement. Et beaucoup de maires qui s'abstiennent et dont on parle peu de cette abstention qui a des gros impacts sur la démocratie. Alors, c'est une quête, vous avez des équipes pour ça ? Comment vous y prenez ? Eh bien, écoute, on a une équipe large, alors qui se grossit, je dirais, le pôle parrainage dans Espoir RIC, c'est le pôle le plus gros. On est sur... Espoir RIC, c'est près d'une centaine de personnes qui travaillent en plus de leur profession pour porter le projet. Et on travaille, nous, vraiment par le bas, c'est-à-dire on fait un travail de contact des maires individuels et des relances téléphoniques, puisque donc, nous, on a monté un kit de parrainage pour aussi permettre, je pense que c'est aussi un des enjeux de la candidature d'Espoir RIC, c'est de retrouver l'interpellation des élus, la capacité à demander à son maire pour qui il va parrainer. Et donc, on fonctionne sur de contact mail, relance téléphonique et après entretien quand les maires sont partants avec moi directement. Donc, soit je me déplace, soit par téléphone. Et ça fonctionne de façon très délocalisée. On a une équipe formidable qui est très présente dans tous les territoires, qui recrute, je le dis d'ailleurs, et qui permet aujourd'hui à Espoir RIC d'avoir... passer la centaine, en fait 150 maires qui soutiennent aujourd'hui le projet, ce qui est quand même, au regard de l'ancienneté de la structure, assez phénoménal, je trouve. Alors, si on regarde un peu au-delà, on est effectivement dans la présidentielle, mais si on regarde au-delà de la présidentielle, vous vous structurez de manière à pouvoir présenter, par exemple, aux législatives dans la foulée ou pas ? Alors nous, notre choix, je pense que le choix d'Espoir RIC qui a été fait, c'est vraiment de se concentrer sur la présidentielle pour 2 raisons. D'abord parce que notre mouvement a un peu vocation à avoir un travail d'éducation des médias mainstream notamment et des élus sur ce qu'est un projet présidentiel. Et en fait, un projet présidentiel, c'est un projet de gouvernance démocratique. Ce dont on devrait parler à la présidentielle, c'est comment le président envisage son rôle de gardien de la Constitution, comment il envisage son rôle d'arbitrage. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, par exemple, de devoir trancher ou en tout cas arbitrer des désaccords en Conseil des ministres. Quel est le rôle, comment le président va gérer ces désaccords-là qui arrivent, ces tensions, et aussi le fait que, par exemple, les citoyens puissent être en désaccord avec des décisions qui soient prises. Donc nous, comme on est sur un projet qui est exclusivement présidentiel, qui renoue un peu avec cette figure d'arbitrage qui est tellement importante et qui explique aussi pourquoi des pays comme l'Irlande, la Finlande, l'Autriche ou l'Islande fonctionnent mieux que notre pays, parce qu'ils ont ces figures d'arbitrage, ces figures au-delà des partis qui rassemblent les Français, l'intégralité des Français, au-delà de leurs divergences d'ailleurs de point de vue. Donc nous, on ne présentera pas
de candidats à la législative parce qu'on veut vraiment avoir cette distinction forte entre ce que sont des projets présidentiels, qui sont des projets de gouvernance démocratique, et ce que sont des projets de gouvernement qui se portent à la législative, et on veut faire cette distinction. Donc nous, on soutiendra bien sûr des candidats qui pourraient nous rejoindre, ou en tout cas... Une forme de label ? On pourra faire ça, oui. On pourra avoir... Alors, ce travail des labels est déjà fait par un certain nombre de collectifs citoyens qui soutiennent aussi Espoiric, mais en tout cas, on a à cœur de ne pas soutenir un candidat qui se présentera sur les 2 élections avec le même programme, puisque c'est un problème majeur de notre système. C'est qu'en fait, on a des personnes aujourd'hui qui se présentent à la présidentielle avec des programmes à rallonge qu'ils ne peuvent pas mettre en place s'ils n'ont pas de majorité parlementaire. Et quand on les questionne là-dessus, ça crée de la gêne aussi. C'est-à-dire, j'entendais là récemment Yannick Jadot dire moi, j'interdirais la chasse le week-end. Bon, on peut se poser la question si pour un président de la République, c'est quand même de l'ordre de la mesure qui n'est vraiment très annexe. C'est du micromanagement. On attend d'un président de la République un engagement sur un projet beaucoup plus large et beaucoup plus ambitieux de gouvernance démocratique et pas des mesurettes ou des programmes à rallonge. Alors moi, j'ai vu de tout dans les candidats qui se présentent. Ce n'est pas des démarches de type présidentiel. C'est assez peu crédible, même pour la fonction présidentielle, je trouve. Et les autres élections, intermédiaires, du type municipal ou d'autres natures européennes, par exemple, parce que ça a aussi son importance, est-ce que ce sont des scrutins que vous regardez également pour présenter des candidats ou soutenir, à défaut de présenter, si j'ai bien saisi ce que vous avez dit pour législative ? Nous, on s'est vraiment centré sur la présidentielle parce que si on veut introduire vraiment une nouvelle gouvernance démocratique en France, c'est-à-dire instaurer une transition démocratique et avoir enfin la souveraineté populaire, c'est-à-dire l'idée que les citoyens ont la main sur les décisions les plus importantes de notre pays, donc les décisions constitutionnelles. En fait, la présidentielle, c'est le lieu où il faut le porter, puisque le président peut convoquer un référendum, y compris sur des changements constitutionnels. Donc ça, c'est vrai que nous, on a fait ce choix-là parce qu'on voit ce changement-là comme une clé qui ouvre d'autres changements possibles, qui puissent être par exemple plus de démocratie au niveau local, plus de démocratie dans les régions. Mais nous, on le voit vraiment, on a ciblé, si vous voulez, l'échelon qui est le plus important et qui ouvre le plus de portes possibles sur des changements. Donc ça, c'est clair. Nous, on suit, moi j'avais mon premier engagement, on va dire, j'ai pas envie de dire politique, mais en tout cas sur des élections, ça a été avec le mouvement d'initiative citoyenne aux européennes, qui avait une liste tirée au sort. Moi, j'avais inscrit mon nom, j'ai été tirée au sort, seconde de liste. Donc on avait déjà eu un projet sur cette question du poids des citoyens sur les projets européens. On a suivi ce qui s'est passé au municipal. D'ailleurs, Raoul Maniberton, qui est le directeur de campagne d'Espoiric, avait rédigé un guide du RIC local. Donc, bien évidemment, on suit ce qui se passe parce que dans notre pays, les élections, c'est aussi là où on parle de politique et d'institutions. Mais on a un projet qui est centré sur, nous, on va dire, la réforme à l'échelon le plus important de notre pays qui, malheureusement, est national et largement centralisé. Comment réussir, et puis après je vais laisser la parole à Didier Maisto, comment réussir à se faire entendre ? Parce que vous avez parlé des médias mainstream, alors en l'occurrence vous n'êtes pas sur un média mainstream, donc on vous donne la parole, mais ça ne suffira pas, vous en êtes bien consciente, et trouver cette capacité de médiatisation de vos idées et des personnes, et en l'occurrence votre personne. Comment vous pouvez réussir à faire entendre vos idées aujourd'hui ? Nous, on est parti sur l'idée que la force du nombre, c'est-à-dire Espoiric, il faut bien imaginer, c'est un mouvement qui a été pensé en décembre 2020, qui s'est lancé en avril et qui, depuis, monte aussi, attire de plus en plus de personnes qui sont, on va dire, très en désaccord ou en tout cas écœurées de l'offre politique telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, cette démarche du nombre fait qu'on a aussi quand même une visibilité forte. Alors, pas sur des médias mainstream, bien que quand même, on a pu être parmi les candidats qui sont apparus sur les grandes listes qui ont été faites, que ce soit sur... J'étais avec Le Figaro, par exemple, vendredi dernier. Donc, on a cette démarche plutôt par le bas. Nous, on a privilégié aussi les médias non mainstream au début, puisque dans notre pays, il ne faut pas se leurrer, les médias mainstream ont une perte de crédibilité très, très forte. Et beaucoup de citoyens s'informent par ailleurs. Et c'est presque
crédible d'apparaître déjà sur des médias non mainstream pour ensuite faire percer un peu ce mur médiatique-là. Donc nous, c'est notre objectif. On a une équipe aussi formidable à la communication qui fait ce travail de fourmi-là, d'interpeller, de rappeler. C'est beaucoup les réseaux sociaux. Beaucoup les réseaux sociaux. Et puis chaque émission comme la vôtre nous donne aussi un peu de visibilité. On peut la réutiliser pour aller plus loin. Donc, justement, Didier Maistot. Alors, on a bien compris que vous étiez plus dans une stratégie globale, plutôt que dans des mesures programmatiques. Exactement. Et c'est vrai que c'est peut-être le rôle principal d'un président de la République, parce qu'aujourd'hui, on voit tous les partis politiques font des catalogues. Qu'est-ce que vous gardez de la Constitution actuellement en vigueur, la Constitution de 1958? Est-ce qu'il y a des points fondamentaux qui vous paraissent devoir rester en place? Puis après, on ira, pour nos téléspectateurs, un peu plus dans le détail, en essayant d'être pédagogue, parce que sur toutes ces questions un peu complexes de la démocratie directe, qui n'a pas vraiment été expérimenté à grande échelle, même si dans les communes, ça marche un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous gardez, première question, de la Constitution? Alors, ce que je garde de la Constitution, en tout cas sur le projet d'Espoir X, ce que nous gardons, c'est vraiment, je trouve que la fonction présidentielle telle qu'elle est conçue dans la Constitution de 58 est vraiment pas une mauvaise fonction. C'est une fonction qui est bien dessinée. D'ailleurs, beaucoup de nos voisins l'ont reprise, cette figure d'arbitrage-là, élue au suffrage universel direct. L'idée vraiment initiale, c'était de rompre avec la République des partis, c'est-à-dire des partis qui faisaient la loi et qui élisaient, qui choisissaient... La 4e République. La 4e République était l'exemple de cela. Et l'idée de donner une légitimité par le suffrage universel au président pour qu'il ait ce rôle d'arbitre, non seulement entre les partis politiques et les pouvoirs, mais aussi au nom des citoyens, n'est pas une mauvaise chose. Nous, on a une vision très incrémentale, je dirais progressive, du changement constitutionnel. On considère que le texte constitutionnel est un texte qui appartient à l'ensemble des citoyens. Et donc, il faut avoir des référendums, des réformes beaucoup plus inclusives que celles qui ont été menées ces dernières années. Donc, nous, on s'est ciblé, c'est vrai, sur une réforme qui est, alors certains diraient minimaliste, qui touche vraiment à la façon dont la Constitution peut être modifiée et qui permet aux citoyens donc d'écrire des changements constitutionnels et qui n'autorise plus le Congrès à changer la Constitution sans passer par le référendum. Donc nous, on s'est centré là-dessus. Donc je dirais, pour résumer, moi je garde la figure du rôle d'arbitrage, du gardien de la Constitution. Et j'ai envie de donner un exemple très concret. Aujourd'hui, alors moi je ne sais pas si vous avez accès à ce qui se passe dans les conseils de défense sur la question de la crise du pas Covid. Du tout. C'est impossible. C'est-à-dire vous pouvez envoyer des lettres. On a écrit, mais on n'a pas répondu. Exactement. Ces conseils-là, que ce soit le Conseil des ministres, le Conseil de défense, le rôle du président, ce serait de siéger là pour jouer un peu ce rôle de lanceur d'alerte, observer les processus qui s'y passent. Quelles sont les décisions qui sont prises? On l'a vu, la gestion de la crise sanitaire, ça veut dire faire des arbitrages. Faire des arbitrages entre des priorités de santé, des questions économiques, des questions de protection des personnes vulnérables, protection de notre jeunesse. Donc pour vous, le président de la République, c'est vraiment le garant des institutions. C'est le garant. Qui fait en sorte que tout fonctionne. Est-ce que vous diriez que ce régime, depuis Macron et puis même avant, c'est vraiment fortement présidentialisé, du coup, mais peut-être un peu sur tous les sujets. Que feriez-vous, par exemple, du rôle du Premier ministre et comment consacreriez-vous le rôle du Parlement, qui aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, est un peu le parent pauvre de la démocratie française? Ça, c'est clair. Ce qu'on a observé ces dernières années, c'est vraiment une succession de mesures, je crois, dont on n'a pas mesuré la portée au moment où elles ont été prises et qui ont fait de notre régime un régime oligarchique, c'est-à-dire un régime qui est aux mains de quelques-uns, qui contrôle ou en tout cas monopolise un grand nombre de pouvoirs en représentant un tout petit nombre de personnes. Emmanuel Macron, c'est 13% du soutien du corps électoral. C'est quand même des situations qui sont particulièrement alarmantes. Et pourtant, malgré cela, il a toute une série de pouvoirs. Donc l'idée, nous, c'est vraiment d'inverser la balance en trouvant la mesure qui renverse la balance. Ce qu'on va faire, alors le rôle du Premier ministre, nous, on conserve l'idée que c'est en fait le Parlement. Ça doit sortir des équilibres de l'Assemblée. Et donc, on doit avoir un Premier ministre qui sort de ces équilibres-là et renouer avec une figure présidentielle, vous disiez, qui est garant des institutions, mais
pas seulement, je dirais, qui est aussi garant de l'unité nationale. Ce qu'on voit dans notre pays, quand on voit aussi une figure qui se présidentialise, qui écrase un petit nombre de personnes qui ont le pouvoir, c'est quand même la façon assez détestable dont l'opposition est qualifiée aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous êtes contre la majorité, alors vous êtes conspirationniste, islamo-gauchiste, fasciste. On a perdu vraiment ce côté de respect pour la diversité d'opinions dans notre pays parce qu'on n'a plus cette figure d'arbitrage. Oui, et puis là, on touche un petit peu la difficulté du RIC. C'est déjà, vous le dites vous-même, que ce pouvoir a du mal à respecter les oppositions, et le principe même de la démocratie. Alors, comment on fait pour imposer le RIC, pour qu'il fasse irruption dans la vie publique et surtout que les gens s'en saisissent? Alors peut-être qu'il faut faire un RIC sur le RIC. Alors ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Non, mais plus sérieusement, c'est un peu la question sur laquelle tout le monde bute. Quel est le début de l'histoire pour qu'on puisse vraiment mettre en place ce RIC? Parce qu'il figure dans nombre de programmes. C'était déjà le cas en 2017, sous différentes appellations, différents acronymes, le RIC, le référendum d'initiative populaire. Mais bon, une fois les élections passées, il est mis aux oubliettes. Les freins, ils sont clairement... alors c'est une chance dans notre pays. On est face à des freins politiques mais non techniques. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver dans une situation qui est celle, par exemple, des Pays-Bas ou de la Norvège, où changer la Constitution, c'est très très compliqué, enfin bien plus compliqué que c'est le cas en France. C'est-à-dire, on a... la chance, la malchance. Oui, parce qu'elle a été déjà modifiée. Voilà, d'avoir une constitution qui est relativement flexible. De fois. Voilà, facile à modifier. Donc nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir une candidature. Je crois qu'aujourd'hui, et c'est l'expérience qu'on fait à Espoiric, on est un parti, je vais le dire sous le forme de l'humour, mais relativement achetable très facilement, puisqu'on a une mesure qui est centrale, c'est l'instauration du RIC constituant, on en parlera. On a un calendrier extrêmement précis, donc on a presque fait le kit du président démocrate, en disant voilà, vous ferez cette étape, ça a été validé par des juristes, par la plupart des experts en sciences politiques qui travaillent sur ces sujets. C'est une proposition quand même qui est très crédible, et pourtant, tous ceux qui ont le RIC dans leur programme, et c'est vraiment pas faute de les aborder, ne franchissent pas le pas qui est de dire ok, on prend la mesure, et on la met en première mesure du programme. Donc, ce qu'on observe, c'est que, et c'est une situation qui est assez dramatique, 75% de nos concitoyens souhaitent le RIC, moins de 10% de nos élus le souhaitent. Alors, là, justement, pardon, Clara, fossé massif. Ce que vous dites, vous êtes facilement achetable, entre guillemets, j'entends votre expression. Pourquoi ne pas avoir essayé de le faire au sein d'un parti ou de se rapprocher d'un parti pour pouvoir le mettre en place? Et après, j'aurai une autre question par rapport à celle-ci. Sur deux raisons. Alors, la première, c'est qu'aucun parti n'a souhaité le mettre en place. Je crois qu'il faut être clair. Aujourd'hui, les partis parlent du RIC en ne précisant pas quel type de texte de loi les citoyens vont pouvoir écrire. Est-ce qu'ils auront la main sur la Constitution? Et c'est ça la question fondamentale. Si vous avez aujourd'hui un RIC législatif, avec l'Union européenne, ça reste quand même un RIC subordonné à d'autres textes de loi plus fondamentaux. Donc le RIC constituant, c'est là où il faut aller. Il faut vraiment cette clé-là. C'est pas faute d'avoir essayé de mettre la pression. Alors, justement, est-ce que la réponse n'est pas un peu dans la question et dans votre début de réponse, à savoir, la plupart des partis politiques, vous le dites, ils n'ont pas mis ça dans leur programme, ils ne veulent pas tellement en entendre parler. Est-ce qu'ils ne sont pas tous un peu similaires dans leur approche et quelque part de garder le pouvoir une fois qu'ils l'ont obtenu, quelle que soit la couleur politique? Je crois que là, on touche du doigt quelque chose que nous observons aussi dans les mouvements citoyens, et ça s'est passé dans d'autres pays. C'est-à-dire, parce que c'est vrai que le poids du RIC, nous, la mesure centrale, c'est vraiment cette transition démocratique et basculer dans un système où les citoyens sont aux commandes. Et puis, il y a l'idée de dire, on se présente dans des élections en ayant au moins compris quels sont les paramètres du mandat où on se présente et on arrête de se présenter à toutes les élections avec le même programme. Le risque de notre système politique, qui est vraiment très fermé, c'est d'avoir, même les mouvements citoyens qui se présentent, se disent, on va jouer le jeu du parti politique. Donc on va faire des programmes à rallonge. On va essayer de montrer qu'on est capable de... Et rien que le terme est dérangeant, parce que capable de, ça veut juste dire jouer le jeu politique tel qu'il a été joué pendant plusieurs années par des partis politiques et qui nous ont mené aujourd'hui non seulement des taux d'abstention très élevés, mais un système qui ne fonctionne pas. Donc oui, il y a le risque, une fois quand on se lance dans cette dynamique-là, quand on investit du temps pour gagner les élections, le côté de dire maintenant donner le pouvoir, renoncer au pouvoir, accepter un contrôle accru des citoyens... Non, plutôt pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe dans tous les pays. C'est-à-dire, si la démocratie
n'est pas la première mesure, la plus centrale, la plus prioritaire, eh bien on devient un parti comme les autres. Moi, je pense au mouvement 5 étoiles en Italie, qui était un mouvement qui s'était créé par le bas, qui avait des dynamiques de démocratie, mais relayées vraiment plutôt en fin de programme, qui fait aujourd'hui qu'ils sont devenus un parti comme les autres, ils ont subi une défaite électorale extrêmement forte, parce que voilà, ils n'ont pas réussi en fait à garder cette âme. Pour moi, un mouvement citoyen qui se présente aux élections, c'est un mouvement qui souhaite donner le pouvoir aux citoyens. C'est pas un mouvement qui dit bon, je vais rentrer dans le cartel. Alors justement, il y a des pouvoirs supranationaux, comme l'Union européenne. Il y a tout un certain nombre d'organismes y afférents, je dirais. Et puis en France aussi, on a un millefeuille administratif, comme toujours, à chaque présidentielle, ils veulent le réformer, mais on fait toujours des surcouches. Est-ce que c'est compatible la mise en place du RIC avec l'Union européenne telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui? Arnaud Montebourg, et je me fais un peu l'avocat du diable, évidemment, a dit qu'on pouvait prévoir dans notre Constitution le fait que la Constitution, enfin le vote français prime sur le vote européen, sur les directives européennes en tout cas. C'est déjà le cas, non? Oui, c'est déjà le cas. Et vous avez bien travaillé le sujet. J'apprécie particulièrement la question parce qu'on bataille sur cette question. Je pense qu'il faut rappeler que notre Constitution française prime sur tout. Et c'est vrai que la Commission européenne a rivalisé dans le cas notamment de l'affaire polonaise récente, donc la décision du tribunal constitutionnel polonais de faire prévaloir la constitution polonaise, alors a rivalisé un peu de fake news en disant non, mais même les dispositions constitutionnelles sont soumises au droit européen. C'est faux. Nous avons la constitution française prime. Personne ne peut nous contraindre à la modifier. Donc c'est pour ça que c'est important de bien choisir où on introduit le RIC. C'est-à-dire, si on le fait en matière constitutionnelle, il n'y a pas de problème. Et puis, on peut se retrouver dans une situation où une votation populaire va à l'encontre des traités européens. Et ce n'est pas un problème. On en a eu des adaptations à la Constitution parce qu'il fallait la mettre en conformité avec les textes européens ont eu lieu. On peut complètement envisager qu'on ne la mette pas en conformité et qu'on entre dans une dynamique de négociation unilatérale, comme le font d'ailleurs nos voisins danois et irlandais. Alors justement, sans entrer dans une cosmogonie portative, je dirais, des RIC à travers le monde, quelles expériences vous tirez? Vous avez vu plusieurs RIC, il y en a beaucoup aux États-Unis, dans la moitié des États. Oui. Il y a beaucoup de pays, il y en a 18, je crois, qui l'utilisent régulièrement. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon? Qu'est-ce que vous avez pris du meilleur de chaque système et comment vous pouvez le décliner aujourd'hui? Puis après, on ira un petit peu dans le détail des RIC constituants, des référendums et de la façon de faire pour pouvoir justement, parce que ce qui compte, c'est influer sur la vie des gens et pouvoir se saisir justement de tous les sujets pour que notre vie change et que ça ne reste pas comme ça des débats abscons, abstraits et théoriques. Alors, regarder ce qui se passe dans d'autres pays, c'est intéressant parce que là on peut tirer 3 grandes leçons. La première, c'est que beaucoup de pays, en fait au total c'est 36 pays dans le monde qui au niveau national, je ne parle pas du niveau local parce que là on parle quand même sur une myriade, l'Allemagne par exemple le pratique au niveau local, on a 36 pays qui formellement ont une forme de RIC nationalement. Alors ça peut être pour évoquer des élus, ça peut être pour abroger des lois, ça peut être pour changer la Constitution, pour écrire des lois ordinaires. Sur ces 36 pays, dans seulement 18, le RIC est opérant. Parce qu'à chaque fois que souvent quand des élites politiques, donc quand il n'y a pas eu de mouvements sociaux qui a porté le RIC, comme c'était le cas avec les Gilets jaunes, les élites politiques concèdent un RIC, mais un RIC qui est inopérant. Donc la première chose à regarder, c'est ça. C'est un peu ce qui a été fait en France avec la capacité, vous vous rappelez ce qu'avait dit Macron, c'était un peu un simulacre. Exactement. Les conditions étaient telles qu'elles étaient inatteignables. Oui, complètement. Alors, en plus, en France, il n'a jamais été question, je vous rappelle quand même la phrase d'Emmanuel Macron qui disait « Je suis prêt à parler de tout ». Sauf du référendum d'initiative citoyenne, donc ça voulait quand même dire ce que ça voulait dire, en tout cas sur son ouverture. Ça nous rappelle, tout est contestable sauf les chiffres. Exactement, quand on voit quels chiffres, voilà. c'est intéressant. L'autre chose, c'est qu'il faut vraiment, nous on est parti pour qu'un RIC fonctionne, c'est-à-dire produise des effets, et des effets importants sur les systèmes économiques, sur la qualité des politiques environnementales, sur la qualité des politiques de l'emploi, et sur aussi le système politique lui-même. Il faut un RIC qui soit facilement actionnable. Donc nous, on a choisi les seuils de signature, puisque la première étape, si vous voulez, vous avez une proposition, la première étape, c'est d'aller chercher du soutien. Alors, comment ça fonctionne? Cas concret.
concret. Cas concret, imaginons, allez Didier, vous avez une proposition de mesure en tête là la réforme de la police, parce que voilà, par exemple, on a vu à l'occasion des mouvements sociaux que la police marchait un peu sur la tête, qu'on envoie ces braves gens un peu dans tous les combats, et que c'est un peu la voiture balai de la société. Alors moi, je voudrais des policiers qui soient vraiment efficaces et peut-être un peu plus républicains dans le maintien de l'ordre, je ne sais pas. Voilà. Parfait, on va partir de cette initiative-là de Didier Maisto. Avant ça, je voulais juste faire une remarque parce que souvent, il y a beaucoup d'incompréhension sur ce qu'est le RIC. Ce qu'on imagine, c'est qu'on va voter tout le temps et qu'en fait, nous, ce qu'on porte, c'est l'idée qu'on vote toutes les semaines, surtout, tout le temps. Le RIC a un effet extrêmement fort et je pense que le cas de la police est intéressant dans ce cadre-là. C'est que en faisant des citoyens les donneurs d'ordre, on change la façon de faire de la politique très concrètement. C'est-à-dire qu'on n'a plus une police telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est une police qui est utilisée par le pouvoir et aussi envoyée au carton par le pouvoir pour protéger des intérêts qui sont les intérêts d'une clique. C'est-à-dire on a une police qui est beaucoup plus acceptée, beaucoup plus légitime, parce que, si vous voulez, à chaque nouvelle réforme, les responsables politiques craignent, c'est une épée de Damoclès, quoi. C'est l'idée que chaque faux pas peut vous conduire à un référendum sanction. C'est ce qu'on appelle l'effet indirect, et cet effet indirect, il est très très fort. On l'a observé par le passé, quand il y a eu le suffrage universel masculin. Eh bien, le fait que les pauvres pouvaient élire a conduit, par exemple, à l'instauration de l'impôt sur le revenu. On l'aurait eu beaucoup plus tard et certainement pas si ce n'était pas possible. Mais prenons l'exemple. Donc, Didier Maisto a une proposition. Il va vous falloir écrire une modification constitutionnelle. Donc, ce que vous allez faire probablement, c'est aller voir des associations qui travaillent sur ces sujets, notamment les sujets des violences policières, vous informer sur ce qui se passe, la recherche dans d'autres pays, peut-être consulter des spécialistes de la police. Je pense à mon collègue Sébastien Rocher qui vous dira qu'est-ce qui marche bien. Et puis, vous allez aller, une fois votre proposition écrite, vous allez aller chercher du soutien. Donc, vous allez aller dans la rue, dans les médias, vous allez utiliser les réseaux sociaux pour trouver des signatures, c'est-à-dire des personnes qui soutiennent votre proposition. À partir de 700 000 signatures, la proposition est soumise à votation. Donc, c'est automatique. Les représentants peuvent pas, les hommes politiques peuvent pas entrer, reprendre la mesure. Et là, on a l'ouverture donc d'une validation des signatures. Ça, c'est un peu une étape obligée, c'est de vérifier si les personnes qui ont signé, elles sont des vraies personnes ou si on a fait du bourrage un peu. Nous, je vais sortir des choses techniques, mais on envisage la Cour de cassation, je pourrais expliquer pourquoi. Parce que c'est l'instance la plus indépendante, en fait. Dès qu'on travaille sur la justice administrative, c'est assez mauvais puisqu'elle a partie liée dans la proposition. Et l'idée, c'est d'ouvrir un temps de débat qui est de 4 à 6 mois sur la proposition. Donc, on a, à partir du moment où la pétition est reconnue comme valide, une date de référendum est fixé. Et là, on va avoir un débat, on va avoir différents experts qui vont s'exprimer, beaucoup de débats locaux. Et on va imaginer nos mairies s'animer de responsables qui vont venir parler de la proposition, les pour, les contre. Et les citoyens recevraient un petit fascicule qui présente les différents argumentaires des partis politiques, notamment du gouvernement sur ce sujet. Et on a une votation le jour J. Et cette votation, si vous avez la majorité à la votation, votre mesure est mise en place et introduite dans la Constitution. Alors, c'est au demeurant assez intuitif. Question, j'imagine qu'on vous pose souvent, mais elle est vraiment importante pour la pédagogie. Le respect des minorités et la dictature d'une certaine manière de la majorité, parce que moi j'ai un avis, même si je recueille 700 000 signatures pour que ça devienne un débat public et donc une votation, je peux me faire retoquer parce que mon sujet n'intéressera que 7 ou 800 000 personnes et pas plus. Donc comment faire en sorte de ne pas voter tout le temps sur des sujets qui peuvent apparaître mineurs dans le débat public, et inversement, comment ne pas être écrasé par la majorité. Et j'imagine que c'est toute une histoire de curseur entre le débat lui-même, le rôle des experts, là aussi c'est un peu pareil, remettre chacun à sa place, qui viennent conseiller, et puis le rôle des médias et le garant, qui est le président de la République, pour que tout ça fonctionne et s'articule. Alors je vous propose, Lara Guerre, qu'on vous puisse y répondre dans un instant à la question de Didier Maisto, juste après une petite page de publicité. Retrouvez-moi très prochainement sur pdatv.fr dans l'émission Dérapage incontrôlé, sa cause et sa démêlage.
Alors ça cause et ça déménage aussi dans des hauts et des bas. Et Didier Maesto, je vous laisse synthétiser votre question à Clara Guerre. Comment faire en sorte que le RIC préserve les droits de la minorité, même si elle a atteint ce quorum, ce seuil en tout cas de 700 000 signatures, et comment ne pas être écrasé par la majorité, qui peut, évidemment, c'est toujours le risque de la démocratie, et comment ne pas voter tout le temps aussi. Voilà. Alors, c'est des questions fondamentales. Alors, je pense déjà qu'il faut préciser que l'écrasement de la minorité, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, on l'a vu notamment sur ces questions d'instauration du pass sanitaire, quand bien même il s'agit de 30 à 35% des Français qui y sont défavorables, et Emmanuel Macron l'utilise pour railler un peu cette opposition-là. C'est une opposition qui est fondamentale et qui aujourd'hui a été complètement écrasée, ridiculisée, et qui, si elle avait l'outil RIC constituant, aurait sans doute porté une proposition. D'ailleurs, nos voisins suisses vont voter. C'était peut-être aussi l'occasion de montrer qu'il n'y avait pas une parfaite correspondance entre la vaccination et l'outil, le pass sanitaire. Exactement. Et ça, par un débat justement un peu éclairé, tout à fait. Qui n'est pas celui forcément des médias mainstream, parce que malheureusement, ce sont toujours les mêmes qui interviennent, les gens auraient peut-être pu se forger une opinion un peu plus tranchée, un peu plus éclairée en tout cas. Tout à fait. Et on voit dans d'autres pays, alors... qui ont des régimes démocratiques, la Suisse étant un exemple, qui a aussi un pass sanitaire, les mesures qui sont prises sont beaucoup plus respectueuses en amont, c'est ce que j'expliquais, des oppositions possibles. Puisqu'on sait que c'est un risque toujours d'avoir un référendum. Là, et je peux vous dire que le Conseil fédéral craint la votation. Les Suisses vont voter une deuxième fois sur la loi Covid, c'est inédit dans leur histoire, aussi proche. Donc il y a cette crainte-là toujours de nuire à la minorité, d'avoir une minorité qui se rebelle. Ce qu'on observe dans les faits, c'est que, en fait, l'outil référendum d'initiative citoyenne, c'est un outil pour que les minorités puissent mettre à l'agenda des sujets que les représentants politiques n'ont aucun intérêt. En fait, les représentants politiques sont dictés par des majorités. Et ce qu'ils souhaitent, c'est gagner des élections, donc être majoritaire. Donc on a toute une série d'enjeux qui n'est pas traitée. Je pense notamment, j'en discutais avec un maire qui était très soucieux de cette question de la tyrannie de la majorité. Et je lui expliquais à quel point, par exemple, les petites communes aujourd'hui dans notre pays, la France c'est un pays rural aussi, les petites communes sont absentes du débat public. Pourquoi ? Parce que personne ne les représente vraiment. Les grands élus de circonscription, c'est aussi des élus qui viennent plutôt de grandes villes. Et cette réalité-là des territoires ruraux, parfois minoritaires en population, n'est pas représentée. Ce qu'on observe dans les pays qui ont le RIC, c'est que non seulement ce sont des pays qui protègent mieux les droits des minorités que nos pays, par l'effet que je disais indirect, le souci d'une minorité de blocage. Et puis, ce sont des pays où les minorités apprécient particulièrement le RIC. Oui, par exemple, vous parliez de la Suisse, c'est ce qui s'est passé avec la langue romanche. Voilà, ça c'est un exemple. Qui est parlée par 10 à 15 000 personnes. 15 000 locuteurs qui a protection constitutionnelle. Alors qu'il y a le suisse allemand, l'italien, il y a 4 langues, le romanche. Mais quand même, ça a été mis à l'agenda et les Suisses se sont montrés attachés en fait, à la langue romanche qui voilà, c'est 10 à 15 000 personnes, c'est vraiment pas beaucoup. Donc ça a éveillé un intérêt. Oui, ça c'est très important. Et puis surtout, la décision qui a été prise de donner protection constitutionnelle au romanche, c'est pas une petite décision. Ça veut dire qu'un locuteur du romanche peut arriver dans n'importe quelle administration et exiger de parler dans sa langue. Donc ça, on pourrait imaginer, par exemple... Moi, ce qu'on voit dans les faits, c'est que... il y a 2 types d'enjeux. On a des enjeux qui sont portés par des minorités, qui sont très acceptés par la majorité. Je pense dans notre pays à la question des langues régionales. Je crois qu'on est attaché aussi à la diversité de nos territoires et de notre patrimoine. Et je pense qu'une votation sur une reconnaissance constitutionnelle plus forte des langues régionales aurait soutien de la majorité, puisqu'on a tous ce rapport au territoire qui est particulier. Alors justement, Clara, est-ce qu'il ne faudrait mieux pas commencer par des scrutins locaux, régionaux, plutôt que d'envisager ça au niveau national dans un premier temps, parce que le temps de la démocratie, le temps du débat et le temps des élections, ce n'est pas forcément le même. C'est un petit peu compliqué de mettre ça en perspective. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas commencer peut-être plus modestement, mais pour être plus sûr d'arriver au bout du chemin? Eh bien, le problème, c'est que on a 2 problèmes fondamentaux. Le premier, c'est que notre pays est un pays qui se centralise de plus en plus et qui fait qu'au niveau local, malheureusement, les questions qui intéressent nos concitoyens et nous intéressent aussi, je pense aux politiques de l'emploi, je pense à l'économie, je pense à l'environnement, ne sont pas du ressort des compétences communales. Donc ça veut dire le risque, c'est d'avoir des RIC. Alors je le dis de façon parfois, c'est pas du tout moqueuse, mais des RIC sur où on place les pots de fleurs sur l'avenue Jean Jaurès, à droite ou à gauche, puisque les compétences des mairies s'amenuisent.
Deuxièmement, ce qu'on observe, c'est que les pays qui ont commencé par des RIC locaux restent bloqués aux RIC locaux. Parce que déjà, rien que le RIC local, c'est une concession forte pour les hommes politiques. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait dit pourquoi pas. Le RIC au niveau local, pourquoi pas. Donc on risque de rester bloqué avec un outil de démocratie directe qui touche peu de décisions qui concernent directement la vie des Françaises et des Français, qui puissent vraiment modifier leur vie en profondeur et qui reste limité à un niveau de décision. Est-ce que c'est pas une façon de faire aussi un apprentissage? Ça peut être aussi une manière pour les Français d'y prendre goût et de se dire, ben voilà, on a déjà réglé beaucoup de choses au niveau local, régional, etc. Et du coup, on a envie de peser aussi sur le débat au niveau national. Parce que, pardon, vous preniez avec Didier Maistre l'exemple de la Suisse. Alors, vous y avez vécu 2 ans dans le canton de Genève, sauf erreur de ma part. La Suisse, c'est quand même 8 millions d'habitants. Ils sont consultés tous les trimestres, sauf erreur de ma part, mais c'est 8 millions d'habitants. On est quand même 67. La Californie, c'est 40 millions. Certes. Et c'est... Oui, mais c'est la Californie. On va dire que la Suisse est peut-être plus proche de nos habitudes. C'est vrai, mais pour dire... Alors, sur ce sujet-là, je vais vous prendre Je suis grenobloise, donc c'est un travers. Je fais du ski. Je vais vous prendre la métaphore du ski qui me parle. Si on veut apprendre à faire du ski, la pire chose, c'est de se tenir en arrière sur le frein et pas aller dans le sens de la pente, on chute et on déteste le ski. En fait, le RIC, c'est un peu la même chose. L'apprentissage, il se fait quand les sujets, quand on va décider de sujets et de sujets d'importance, c'est ceux qui vont nous mobiliser, c'est ceux qui vont produire un débat large. La question de la Suisse, certes, la Suisse est un petit État, 8 millions d'habitants, aussi très décentralisé, donc beaucoup de décisions au niveau cantonal. Je prenais la Californie pour dire la taille n'est pas un frein en réalité. Parce que 40 millions d'habitants avec des décisions, je ne sais pas si, par exemple, une votation qui recueille le stade de signature en Californie, c'est l'indépendance de la Californie. Je ne sais pas si vous êtes au courant. En tout cas, il y a une pétition qui circule pour demander l'indépendance de la Californie qui ne se reconnaît plus pour certains citoyens californiens dans ce que sont devenus les États-Unis. Donc, je veux dire, cette question de la taille n'est absolument pas un problème parce que le RIC, en fait, c'est l'idée d'un débat large et pour qu'il marche, pour qu'il produise des effets sur la vie politique, il faut que les décisions soient importantes. Parce que c'est vraiment, il faut concevoir la démocratie comme une horloge. Un seul élément est grippé et elle ne donne plus l'heure. Et ça, c'est le cas dans notre système. C'est-à-dire, il faut aller vraiment dans des décisions qui sont fondamentales pour que les gens s'y intéressent, pour que l'effet éducatif soit fort, pour que l'effet sur nos représentants soit fort, et in fine, l'effet sur notre économie et sur nos politiques soit fort. Alors moi, je trouve que c'est vraiment un point crucial. Est-ce que vous diriez que c'est la professionnalisation de la vie politique ? Parce que vous le disiez vous-même, il faut être réélu, il faut s'adresser à la majorité. Parfois, il faut flatter un peu les vils instincts parce que au moins ça fait du débat et puis on est à peu près sûr que ça fonctionne. Comme ça, on ne règle pas les problèmes. Ma question qu'il y a derrière ça, c'est est-il possible d'imposer le RIC par des formes classiques de pratiques démocratiques, du débat par exemple, des élections, ou est-ce qu'il faudra peut-être passer par des phases un peu plus violentes de manifestation pour justement l'imposer, parce que si je me fais là aussi un petit peu l'avocat du diable, si on lève toujours le doigt en disant excusez-moi Monsieur le Président de la République, ça serait bien si vous nous concédiez un peu de pouvoir, c'est un peu illusoire. Donc comment vous manier ce curseur qui est un peu complexe, hein, faut pas non plus appeler les gens à tout casser, mais on l'a vu quand même dans les dernières manifestations, alors que c'était au cœur des revendications, samedi après samedi, pendant pratiquement 2 ans. Ça finit, comme vous le disiez, dans salles complotistes, factieux, séditieux et tous les noms d'oiseaux. Donc comment on fait pour essayer de l'imposer dans une vie politique qui est devenue professionnelle ? Moi, je crois que la stratégie de la pression, elle est multiforme. Une stratégie n'exclut pas l'autre. On a vu, par exemple, récemment les votations locales qui avaient été organisées par le mouvement constituant populaire, qui a vraiment organisé directement des votations au niveau local utilisant l'outil RIC. Ça, c'est une stratégie, c'est-à-dire de dire la commune de Saint-Afrique l'avait fait aussi, de faire ce qu'on appelle les RIC sauvages. L'autre stratégie, c'est les manifestations, mettre la pression un peu dans la rue. Et la stratégie électorale, pour moi, c'est aussi une stratégie parce que c'est une stratégie qui touche quand même aux intérêts et aux porte-monnaies des hommes politiques aujourd'hui. Et on l'a vu, Espoir RIC,
depuis qu'Espoiric a été mené et monte en visibilité, eh bien, ce qu'on observe, c'est que les candidats reprennent le RIC. On a par exemple Jean Lassalle qui a déposé une proposition de loi constitutionnelle sur une version antérieure de notre texte à l'Assemblée. Donc on sent quand même qu'être aux élections, c'est un caillou dans la chaussure, quoi. C'est quelque chose qui fait que c'est une stratégie qui est pas je dirais, à négliger, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule. Je pense que c'est important sur ces sujets d'être dans une logique de pression continue, quoi, de ne pas lâcher cette pression-là. Alors, allons un peu plus loin, dans les différents RIC. Alors, on a bien compris l'initiative citoyenne, le référendum, mais il y a aussi des RIC qui sont constituants et d'autres qui ne le sont pas. Et il y a différents mix. On peut avoir des référendums sans RIC constituant, un RIC constituant sans référendum, sans initiative. Alors, comment, si vous pouvez en quelques minutes, de façon synthétique, brosser ces trois grandes possibilités, trois grandes hypothèses qui vont justement après irradier la vie politique française. Bien, en fait, le RIC, c'est la combinaison de deux choses. D'un côté, l'initiative et d'un autre côté, le référendum, la votation. L'initiative, la chose importante quand il y a un référendum, c'est qui pose la question. Donc quand on parle de référendum dans notre pays, l'image qu'on a, c'est les référendums qui ont été pour beaucoup déclenchés par le général de Gaulle à l'époque, qui convoquait souvent la sanction populaire quand il y avait une tension. Et qui partait quand il perdait. On dit souvent... Ce qui a une différence avec une différence très forte. Sarkozy qui a imposé, ça, c'est clair. Malgré le vote de 2005. Très fort, très très fort, ça, c'est évident. C'est la base d'ailleurs. Et d'ailleurs, de Gaulle avait créé la 5e pour avoir une figure d'arbitrage aussi qui sortait des partis et convoquer le suffrage. Mais bon, ces référendums de type... Alors le Brexit est un exemple, c'est-à-dire quand les gouvernants posent la question, eh bien, c'est des questions qui sont manipulables, c'est des questions, eux, ont le contrôle, en fait, de l'agenda. Donc, ça reste des outils qui ne sont pas des outils vraiment de démocratie directe. Ce qui est important, c'est que l'initiative, ce soit les citoyens qui l'aient. Oui, parce que sinon, c'est presque un vote intermédiaire. Exactement. C'est ce qu'on appelle un plébiscite, en fait. Donc, on a beaucoup de candidats, y compris citoyens, qui annoncent vouloir faire des référendums. Et le problème, c'est que ça ne change pas fondamentalement les choses si on n'a pas en main la question qui est posée. Un outil qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le référendum obligatoire. Donc, c'est l'idée, notamment, nous, qu'on propose, que la Constitution ne puisse pas être changée sans référendum, c'est-à-dire soit automatique. Donc là, la question, elle est posée automatiquement. Les gouvernants ne peuvent pas, on va dire, esquiver cette question. L'initiative citoyenne, elle peut porter sur différentes choses. Je disais, les lois constitutionnelles, c'est ce qu'on propose, les lois normales, la révocation d'un élu et la suspension, l'abrogation d'une loi, par exemple. Alors justement, ça c'est intéressant parce que, premièrement, l'abrogation d'une loi, on voit que majorité après majorité, les promesses, souvent, des candidats qui accèdent au pouvoir, avant d'accéder au pouvoir, ils disent « on abrogera cette loi ». Bon, en termes d'impôts, c'est rarement le cas. Non, on l'a vu qu'avec toutes les taxes et les différents impôts, ils sont conservés. Comment on fait ça, cette question-là? Alors nous, notre proposition, elle se cantonne au champ constitutionnel parce que l'idée, c'est d'avoir une proposition qui soit rassembleuse, qui porte sur les prérogatives du président, qui sont des prérogatives de gardien de la Constitution et de ce texte-là. Et l'idée, c'est tout à fait possible, après, une fois qu'on a la capacité de changer la Constitution, rien n'empêche d'introduire d'autres formes de RIC, comme un RIC abrogatif ou suspensif. Ça, c'est pas... Je vais un peu plus loin. Est-ce que cette idée de confusion de la hiérarchie des normes, en fait, entre la loi ordinaire, les décrets, les lois organiques, les lois constitutionnelles, et le fait que le président de la République fasse des vidéos sur TikTok, par exemple, et se mêle un peu de tout, et de ce conseil de défense sanitaire qui est finalement secret alors que ça impacte la vie de tous les citoyens. Est-ce que c'est pas ce problème-là aussi de remettre un peu, non pas l'église au centre du village, mais la démocratie au centre de nos préoccupations, pour faire comprendre justement qu'il y a des domaines réservés. On parlait tout à l'heure du Parlement. Le Parlement, alors ça a toujours été un peu le cas sous la 5e, mais là c'est vraiment... On a inversé en plus le calendrier, donc il y a une dynamique de la présidentielle qui irradie ensuite tout le reste. Est-ce que c'est pas justement aussi faire prendre conscience à tous les citoyens qu'il y a un Parlement qui doit être
qui doit contrôler le gouvernement et pas l'autre sens. Et on l'a vu aujourd'hui avec M. Sarkozy, qui parlait de séparation des pouvoirs au tribunal, à la 38e chambre correctionnelle de Paris. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question-là qui est directement reliée à celle de la professionnalisation de la vie politique ? Ça, c'est évident. Je crois qu'on est dans une situation parce que nos institutions ne fonctionnent pas, et je crois que ça, il faut le dire avec force. Les problèmes que nous connaissons, l'augmentation de notre dette publique, la question de l'emploi, la question quand même, on a eu avec la crise du Covid, 30% de nos concitoyens qui ont sombré dans la grande pauvreté. Ça, ce sont des questions d'urgence sociale. 4 millions de personnes qui sont sur ce seuil d'état stable, on va dire. Donc là, les défis auxquels on va être confrontés dans les semaines à venir et les mois à venir engagent vraiment l'avenir de notre pays. Je crois qu'il faut le dire. Ces problèmes-là sont ce qu'ils sont parce que nos institutions ne fonctionnent pas, parce que nous ne sommes pas en démocratie. Et le problème qu'on a, c'est que quand on vit cette situation-là, le risque, c'est de perdre de vue l'essentiel. C'est-à-dire de se dire, en fait, je vais accepter le candidat qui me promet un peu plus d'argent parce que dans l'urgence, j'ai besoin de ça pour respirer. Non, parce qu'on perd des droits aussi fondamentaux un peu plus chaque jour dans notre pays, des droits fondamentaux politiques, le droit de manifester se restreint, le droit d'avoir une police républicaine, et aussi pour les forces de police qui sont au charbon. Et ça, c'est lié au fait que la démocratie est en panne et que les citoyens ne sont plus au contrôle de leur système. Alors justement, Clara Guerre, pour que la démocratie fonctionne, à vous entendre, il faut donc mettre en place le RIC. Oui. Très bien. Pour mettre en place le RIC, il faut gagner l'élection présidentielle. On est d'accord ? Oui. Pardon, mais puisque vous ne voulez pas vous dissoudre en fait dans des partis politiques. Mais pour que les gens votent pour vous, il faut qu'ils vous trouvent crédible sur un certain nombre de sujets et pas simplement sur le discours de la méthode. Parce que j'ai bien entendu tout à l'heure que votre propos est surtout sur la méthodologie et vous interdisez, je mets entre guillemets, de faire des propositions sur le social, sur l'économie, sur la culture, sur en fait tout ce qui rend quelque part crédible un candidat face à une élection, puisque c'est la rencontre d'un homme, d'une femme en l'occurrence, avec un peuple. Alors comment peut-on vouloir mettre en place le RIC au niveau national, tout en ne rentrant pas dans les mêmes schémas que les autres, c'est-à-dire en faisant un programme, des propositions pour que la rencontre puisse avoir lieu? Alors, je crois que nous, c'est pas un refus... C'est peut-être pas le bon mot, mais... Non, je comprends et je pense que c'est un point effectivement important. Nous, la démonstration qu'on souhaite faire, c'est que pour l'économie, il y a deux types de mesures possibles. La première, ce sont des mesures de type politique économique précise. Qu'est-ce qu'il faut faire économiquement pour relancer l'emploi? Ça relève de prérogatives parlementaires et gouvernementales. Point. Ça ne nous empêche pas, si vous voulez, si vous me questionnez par exemple sur ce qui fait qu'un système économique fonctionne, moi je vous répondrai avec une réponse d'économiste. C'est-à-dire il faut des règles institutionnelles qui soient stables. Et dans notre pays, le problème, c'est que les grands revirements de majorité créent des règles très instables. On l'a vu par exemple. Le fait que le pass sanitaire, on change les règles d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, c'est impossible de tenir un restaurant, un petit commerce en France. On ne sait pas demain quelle va être la nouvelle législation. Ça décourage complètement l'investissement, et l'investissement particulièrement par des petites et moyennes entreprises qui forment le tissu économique de notre pays. Donc il faut qu'elle soit stable, il faut qu'elle soit acceptée. Parce que l'économie fonctionne quand il y a un optimum, j'ai envie de dire, entre la direction à prendre et le niveau d'acceptation, le niveau de choix que les citoyens sont prêts à accepter, de contraintes aussi financières qu'ils sont prêts à accepter. Ça, c'est des choses qu'on obtient quand on explique comment des politiques économiques vont être mises en place. Le contenu de la politique économique, je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis que ça n'a rien à voir avec un programme présidentiel. Ça a à voir avec un programme législatif, et Didier, vous disiez remettre l'église au centre du village. En remettant le citoyen au centre aussi, on s'assure, et un président qui joue ce rôle de gouvernance, on s'assure aussi que les politiques économiques qui vont être menées sont des politiques choisies par les Français, inclusives, parce qu'on va avoir des représentants qui vont être plus inclusifs, mais surtout qu'on a quelqu'un qui est capable de défendre la santé économique de son pays et d'arrêter d'avoir des mouvements de balancier aussi forts qu'on les connaît. Et ça, c'est pas seulement, je crois, un discours de la méthode, mais c'est un discours de l'importance du cadre institutionnel pour qu'un pays fonctionne. Et aujourd'hui, le cadre institutionnel, c'est le président qui le fixe. Donc l'idée de dire on se refuse à, c'est de dire attention,
un président qui s'engage sur un programme à rallonge, qu'il ne fera pas. Soyons honnêtes, de toute façon, l'état de notre pays, très peu de gens le connaissent. Il faut être, et la réalité, c'est que la plupart des présidents élus sont arrivés, ont découvert un certain nombre d'informations. C'est aussi ça, le fait d'être dans un régime peu démocratique fait qu'on sait assez peu de vraiment l'état de notre pays. C'est de dire, voilà, il faut distinguer les deux choses. Et ça ne veut pas dire que la présidentielle... c'est une élection mineure. La présidentielle c'est là où on présente des options de gouvernance. C'est-à-dire on dit quels sont les choix institutionnels qui vont être faits. Comment on va arbitrer avec des priorités. Oui, la question c'est... Ça impacte tous les domaines. Est-ce que la Constitution et la vie politique française n'a pas été vidée de sa substance? Parce qu'en fait, on voit que les institutions fonctionnent, tout fonctionne. En réalité, mais les citoyens en sont exclus. C'est-à-dire, on a vu en période de cohabitation que la Constitution était assez solide, que le Conseil constitutionnel fonctionne, que le Conseil d'État fonctionne, sauf qu'on voit bien que les citoyens en sont exclus, premièrement, que et je reviens aussi à mon idée de professionnalisation de la vie politique. Est-ce que le problème n'est pas aujourd'hui qu'on ne fait plus qu'élire et qu'on ne vote plus sur des questions qui nous concernent? C'est aussi ça la mise en place du RIC. Ça, c'est sûr. C'est repartir dans le bon niveau qui doit être, si j'ai bien compris dans votre esprit, le niveau présidentiel, qui doit permettre à une démocratie de s'exprimer avec des avis certes différents, mais le problème aujourd'hui peut-être d'un président de la République, c'est qu'il porte un programme et non pas une vision. Et ça, c'est un problème fondamental. Et c'est ce qui explique aussi que notre pays perd en crédibilité sur la scène internationale. Parce qu'un pays balancier, c'est un pays qui est peu stable, qui est peu crédible comme allié international. Quand on a un chef d'État qui ne représente que lui-même et on sait derrière qu'il va y avoir des risques de conflits sociaux importants, eh bien, du coup, on n'a plus ce poids sur la scène internationale qui était aussi celui de la France. La professionnalisation de la vie politique, en fait, elle tient à une mesure dont on n'a pas mesuré les effets. Ça a été la loi sur le financement des partis politiques. C'est-à-dire où on a fait le choix de financer les partis politiques au score électoraux et plus au nombre de militants. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Les militants, un militant, c'est quelqu'un d'enquiquinant, c'est quelqu'un qui pose des questions, c'est quelqu'un qui remet en cause. Là, aujourd'hui, en France, vous pouvez avoir 0 militant et... Précisons qu'en Allemagne, c'est le contraire. C'est le contraire. En Allemagne, c'est le contraire. Les partis sont financés en fonction de leurs militants. Et ça préserve une et donc de la vie démocratique et des gens qui participent activement. Et non pas au nombre d'élus. Ouais. Et là, on n'en sort pas, en fait. Non, ça, c'est sûr, on n'en sort pas. Et là, un des enjeux peut-être importants, c'est que quand on dit nos institutions fonctionnent, nos institutions sont résilientes. Et ça, c'est quand même un problème. Enfin, notre démocratie ne l'est pas. Je veux dire, moi, je travaille du coup sur l'impact du Covid sur la démocratie. Notre pays va perdre en qualité démocratique. C'est-à-dire, on va, post-Covid, avoir un pays moins démocratique. A déjà beaucoup perdu. Mais alors là, on a une accélération. La France est environ à une note de 6 sur 10 en qualité démocratique. Derrière nous, dans les pays d'Europe de l'Ouest, il y a qui donne cette note? C'est un agrégat en fait d'indicateurs internationaux par des chercheurs qui tient à la qualité de l'état de droit, à la participation aux élections, à l'indépendance de la sphère médiatique, à le taux de liberté civile et politique. Et on est l'avant-dernier des pays d'Europe occidentale. Derrière nous, il y a l'Italie. C'est quand même. Et on voit aussi en matière de liberté de la presse, parce que chaque année, il y a des concours, enfin des notations qui sont faites par Reporters sans frontières, un certain nombre d'organismes. Je crois qu'on est 34e et chaque année, on perd. Voilà, donc nos institutions, on a des symptômes qu'elles ne fonctionnent plus et qu'il ne faut vraiment pas se tromper en 2022. Là, on joue quelque chose. Votez Clara Heger, c'est ça. Ne vous trompez votez, pas. En tout cas, vous disiez qu'on était. Nous, on est prêts à vraiment avoir une alliance avec quelqu'un qui s'engage de façon crédible sur cette question. Vous dites une alliance? Une alliance, c'est-à-dire, moi, je m'engage pour crois, et vous le dites très justement, à un moment donné, une candidature crédible, c'est aussi quelqu'un qui connaît ses chances d'arriver au bout. Nous, elles sont faibles, pas impossibles. Et ça, et aussi à l'énergie que les gens y mettent. Et nous, on serait prêts, tout à fait prêts, à se retirer pour un candidat qui aurait plus de chances, non seulement d'accéder au premier tour, mais d'être élu. Et qui prendrait l'engagement.
ferme, non seulement avec la proposition de loi, nous, elle est écrite. Donc, on veut voir dans le texte comment ça va être instauré. Et on veut le calendrier. Parce qu'aujourd'hui, nous, la proposition qu'on fait, c'est qu'au lendemain de l'élection, on peut déclencher, on peut convoquer le référendum. Donc, on n'a pas besoin d'attendre. Il ne faut pas nous vendre qu'il faut attendre les législatives, que c'est l'affaire de 6 mois. Il faut que ce soit la mesure numéro 1. Quelque part, c'est l'approche que Nicolas Hulot avait eue en son temps, de faire signer tous les candidats à la présidentielle par rapport à son pacte pour l'environnement. C'est quelque part cette démarche-là que vous êtes en train d'évoquer. Oui, c'est vrai. Alors, le problème de... Nous, on avait pris ça quand on s'est lancé sur cette aventure. On s'était dit, est-ce qu'on y va en présentant un candidat ou est-ce qu'on fait une démarche un peu à la Hulot, c'est-à-dire on interpelle... Bon, ce qu'on se rend compte, c'est que se présenter, ça aide parce que ça permet aussi d'être plus visible, parce qu'aujourd'hui c'est difficile aussi pour Fondation Nicolas Hulot, c'est des financements, c'est aussi et puis un sujet qui est un peu plus facile, acceptable pour les élus que le nôtre. Donc l'idée, oui, on a différents, je dirais, indicateurs de succès. On n'est pas uniquement à se dire c'est l'élection ou rien, c'est dire voilà, on est conscient de nos chances. Maintenant, je suis désolée de le dire, malgré tous nos efforts, personne ne souhaite aujourd'hui reprendre cette mesure, la mettre en numéro 1 de tous les partis en lice. C'est-à-dire que le frein, on va peut-être pas aller... Est-ce que vous êtes mis des limites? On ne va pas vous demander de citer le nom des candidats aujourd'hui, parce que certains d'ailleurs ne le sont pas, même s'ils envahissent beaucoup nos ondes. Est-ce que vous êtes fixé des limites déontologiques, éthiques, morales, pour dire non, tel candidat, s'il s'engage, au moins on restera... discret, muet, et on ne le soutiendra pas. Non, nous, sur ce point-là, on est un parti on est un mouvement qui est apartisan, qui a dans son sein des personnes d'opinion diverses politiquement. Nous, ce qu'on vise, ce qu'on évalue, c'est la crédibilité de l'engagement, avant tout. La couleur politique, c'est autre chose. Et j'ai envie de dire, un candidat qui s'engage à la présidentielle avec un RIC qui est constituant, c'est-à-dire qui se place sous le contrôle permanent des citoyens, c'est quand même un signe important. Souvent, je le dis sous le ton de l'humour, je préfère Emmanuel Macron avec un RIC constituant, c'est-à-dire l'idée de pouvoir le sanctionner à chaque moment, que moi sans, par exemple. Donc, je pense que nous, on juge vraiment la crédibilité de la promesse, et ça tient à 2 choses, la précision du texte de loi, est-ce qu'il est constitutionnel, est-ce qu'il est applicable directement sans nécessité d'une loi ordinaire, et le calendrier. Vous l'avez brièvement évoqué, le RIC révocatoire. Oui. Alors, comment ça fonctionne dans ce que vous avez mis en place, enfin en tout cas ce à quoi vous avez réfléchi? Comment on n'est pas content d'un élu, comment on se saisit des choses et comment on peut l'exclure et on peut lui dire par ici la sortie. Donc nous, aujourd'hui, on s'est centré sur le RIC constituant parce que l'idée, c'était de définir, d'avoir le changement le plus minimal possible, mais qui change tout. Aussi parce qu'il y a des avis très divergents dans notre pays sur le RIC révocatoire, ses modalités. Donc ça, c'est une décision qui est aussi, je dirais, trop importante pour qu'elle ne mobilise pas une série, on va dire un nombre plus large de personnes que ceux qui ont porté la candidature d'Espoir RIC initialement. Ce qu'on observe aussi, c'est que les pays où il y a des RIC constitutionnels, en fait, souvent, le RIC révocatoire n'est pas nécessaire parce qu'on va détricoter ce que fait l'élu. Par contre, oui, moi, j'ai écrit, par exemple, un chapitre sur tous les possibilités de RIC révocatoire, comment ça pourrait fonctionner dans un système comme le nôtre. On pourrait envisager, par exemple, un droit citoyen à dissoudre l'Assemblée nationale. Pourquoi aujourd'hui seul le président peut le faire? C'est quelque chose qui sera envisageable. Donc en fait, c'est une nouvelle république aussi que vous prenez par la force des choses. C'est une première démocratie. Voilà, on ne peut pas rester finalement dans ce cadre républicain. 5e République, on voit bien, elle a été sans doute taillée sur mesure par Debré et par De Gaulle et quelques autres qui ont contribué, mais on voit bien que le cadre n'est plus du tout adapté avec un RIC constituant. Non, l'idée, c'est vraiment de... Alors, ce qui est assez intéressant quand on regarde notre constitution de presse, c'est qu'il suffit de changer peu de mots pour obtenir des changements fondamentaux, notamment sur des questions de démocratie locale, d'autonomie des pouvoirs locaux. Il suffirait d'enlever très très peu de mots dans notre constitution, notamment la référence à la loi qui organise la séparation des pouvoirs pour qu'on change complètement de régime, on passe dans le fédéralisme. D'ailleurs, la République est souvent plébiscitée par tous les hommes politiques, mais jamais la démocratie. Non, jamais. Ça, c'est vraiment quelque chose. Aux États-Unis, il y a 2 forces, il y a les républicains et les démocrates. En France, ils sont tous républicains. Ouais,
Ça, c'est très, très révélateur, effectivement, de ce que nous vivons dans notre pays. Et en même temps, aucun des élus ne se dira ouvertement antidémocrate. Donc, ce qu'il répondra, c'est que c'est anti-républicain. Pas possible. C'est, vous savez, les gens, est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils ont envie? Moi, j'entends beaucoup dire, écoutez, c'est joli, hein, votre idée du président arbitre, c'est ce qu'on devrait faire. Mais les Français ne souhaitent pas ça. Ils veulent un monarque. Voilà, ils veulent quelqu'un de... Les Français aiment être dirigés, aiment être... Dire, bah, oui, ça, de la part de quelqu'un qui dirige de façon monarchique, c'est un peu facile. Est-ce que c'est les effets d'une société patriarcale, vous diriez? Ou les raisons historiques sont beaucoup plus importantes, plus larges, et on ne peut pas réduire à cette simple question? Moi, quelque chose qui m'attriste fondamentalement, c'est que nos voisins suisses ont eu le RIC constituant parce que Condorcet l'a inventé. Condorcet, mathématicien révolutionnaire français, a été celui qui a pensé le dispositif. Et quand on discute avec des Suisses, ils le disent, hein, c'est grâce à vous qu'on l'a eu. Et c'était déjà inclus dans la Constitution, la première. Condorcet, Lafayette, voilà, on a eu des gens hommes qui voulaient vraiment cet outil-là, et c'est par un détour historique, enfin un hold-up historique, qu'elle n'a pas été mise en place. Donc je ne pense pas qu'il y a une culture vraiment monarchique en France, mais il y a un détournement par les hommes politiques. Là, hier, on arrive au terme de cet échange. Moi, j'ai une ultime question pour vous. Est-ce que tous les sujets peuvent être traités de la même manière par le RIC? Je pense à des sujets plus complexes. On imagine 1981, la peine de mort. On demande aux Français ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous pensez qu'on aurait vécu l'abolition? Moi, je pense que si on avait demandé aux Français en 1936, au moment où le gouvernement de Front Populaire à l'Assemblée nationale était majoritairement contre la peine de mort, et les Français également, on aurait peut-être aboli la peine de mort plus tôt. C'est le Sénat qui a bloqué. Donc non, je pense qu'il y a tous les sujets forcément complexes, non? Oui, ils sont complexes, mais si vous voulez... Peut-être une expertise? Oui, mais l'expertise est là. C'est-à-dire, la question, c'est quand on a un temps de débat long, on a aussi diversité d'expertise. Et quand on regarde l'expertise de nos représentants, on se rend compte qu'elle est très faible sur plein de sujets. Moi, sur les sujets sur lesquels je suis compétente, quand je regarde, je dis qu'elle n'est pas plus forte que, par exemple, celle d'un citoyen. Et puis, lors du grand débat, les Gilets jaunes avaient fait le vrai débat. Et justement, avec plusieurs milliers de votes, et tout le monde avait dit, oh là là, la peine de mort, l'anti-IVG, l'immigration, aucun de ces sujets n'est sorti en tête. C'était le pouvoir d'achat, la démocratie qui était plébiscité. Là, il nous reste à vous remercier d'avoir inauguré cette formule des hauts et débats spécial présidentiel. Alors avant de rendre l'antenne, si nos téléspectateurs veulent en savoir plus sur votre programme, sur votre candidature, y a-t-il un site internet sur lequel ils peuvent se rendre? Bien sûr. Alors ce soir à 20h30, oui, nous avons notre permanence... 19h30, c'est ton heure d'été, je crois. Oui, mais c'est ce soir, dans une heure, nous avons notre permanence d'accueil des nouveaux militants. Donc tout le monde peut nous rejoindre en s'inscrivant sur le site. Notre site, donc c'est Espoir RIC. Vous cherchez Espoir RIC 2022, vous atterrissez dessus. On est un mouvement qui est véritablement ouvert, donc toutes les bonnes volontés sont nécessaires. Si vous, même une personne qui dit pourquoi pas, je vais contacter mon maire. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site, prendre contact avec nos équipes. On est un mouvement qui vit de l'énergie que les gens y mettent, et vraiment, je voudrais les remercier tous ce soir, parce que Espoir RIC, c'est aussi une aventure collective de personnes qui ont décidé j'aime l'expression, de se mettre en campagne en tant que citoyen. Et voilà, donc ça, n'hésitez pas à nous rejoindre si le sujet vous parle. Et j'espère que la démocratie vous parle. Merci en tout cas, Claire Aguirre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Didier Maistot. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour un nouveau numéro des hauts et débats. Et là, on retrouve nos éditorialistes. Merci, bonne soirée et à demain. J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, à se réunir à la France. Vive la République. Vive la France.